Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau d'AgriWeb TV. On va débattre ce matin sur le plateau d'AgriWeb TV, un débat sur le poids économique et social de la chasse. Avec nous sur le plateau pour parler un peu de l'espace chasse, parce que vous accueillez un espace chasse sur le plateau, sur le salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine chaque année. Bruno Millet, vous êtes commissaire général du salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Donc expliquez-nous un peu depuis combien de temps cet espace chasse est présent sur le salon. Alors j'allais dire depuis toujours, puisqu'il y a beaucoup de choses qui rassemblent agriculture et chasse, agriculteurs et chasseurs. Il y a en tout cas plus de choses qui les rassemblent que de choses qui les divisent. Et en tout cas vis-à-vis de la communication vers le grand public, je crois qu'on a des messages communs à faire passer sur l'usage de l'espace par exemple. Et dans cet esprit-là, on a comme je disais, depuis toujours, en tout cas depuis que je connais le salon, il y a toujours eu un espace dédié à la chasse et à ses activités annexes au sein de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, que ce soit à travers à l'époque des éleveurs de gibier, des chasses privées et des fédérations de chasseurs, bien évidemment, qui cette année encore sont présentes, avec des animations qui permettent d'attirer le public, de lui faire découvrir sans doute quelque chose qu'il connaît très mal, en tout cas le public urbain, et peut-être de démystifier certaines interrogations, certaines inquiétudes sur ces pratiques qui sont effectivement beaucoup plus rurales qu'urbaines. Mais en tout cas, nous, on est très heureux de pouvoir contribuer à cette meilleure connaissance par le public de ces activités qui se passent effectivement dans le milieu rural. La chasse, donc, on peut les retrouver tout au long du salon, là-bas sur le... Alors, il y a principalement un espace tenu par les fédérations, et puis avec à côté d'ailleurs aussi un transformateur de gibier qui montre aussi que derrière la chasse, il y a du gibier, il y a de la viande, et donc il y a des produits à valoriser sous différentes formes. Et ça permet effectivement de montrer aussi que la gastronomie n'est pas loin de la chasse, ce qui nous réunit aussi, puisque l'agriculture, c'est aussi fait pour nourrir les hommes. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il y a l'élevage, on n'a plus besoin de chasser pour se nourrir, mais quand même, c'est une des finalités quand même de cette activité sportive. Vous le disiez, le gibier est à l'honneur, juste à côté là, de cet espace chasse de la Fédé régionale de la chasse. Justement, nous sommes allés à sa rencontre, c'est Maxime Pasto qui va vous parler et vous présenter un peu ce qu'on peut trouver sur son stand Gabaiti. On est sur le stand de Maxime Pasto, le stand de Gabaiti. C'est la première fois que vous venez ici sur le salon, c'est bien ça ? Alors voilà, c'est la première fois. J'ai été invité par la Fédération régionale de chasse qui veut mettre en avant les produits issus de la venaison, c'est-à-dire du gibier chassé dans la Nouvelle-Aquitaine, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et ils ont fait appel à moi pour montrer un peu ce que je faisais, mon activité. Donc là, qu'est-ce que vous nous proposez? Donc du gibier beaucoup essentiellement, mais qu'est-ce que c'est? Essentiellement, alors pas de frais parce qu'en ce moment, il n'y a pas de chasse et la commercialisation du gibier frais ne se fait qu'en période de chasse. Par contre, je peux vendre des produits transformés sous forme de salaison, saucissons, chorizo, saucisses sèches, lomo, jambon, de chevreuil, sanglier et cerf. Et aussi des plats, des préparations terrines et plats cuisinés qu'on fait en conserverie. Le gibier à la côte aujourd'hui Ça revient, ça a été un peu oublié, c'est-à-dire que la réglementation européenne a un peu écarté le gibier des mœurs de consommation, mais ça revient, il y a un intérêt, en fait, les gens prennent conscience, ou du moins ont conscience que c'est un animal qui se nourrit naturellement, qui est libre, qui vit une vie saine, pas d'antibiotiques, pas de vaccins, donc on mange une viande diététiquement impeccable, très bonne, très saine, donc ça a plutôt tendance à plaire aux consommateurs. Puis il y a un goût, sans doute aussi. Il y a un goût, comme le canard a un goût, comme le bœuf a un goût, comme beaucoup d'animaux, beaucoup de viandes ont un goût. Oui, effectivement, c'est un goût qui s'est un peu perdu, malheureusement. Pas au sein des chasseurs, pas dans le milieu rural, mais qui s'est un peu perdu quand même des mœurs de consommation, mais qui plaît, à en juger à la fréquentation que j'ai eue. Et je fais toujours déguster, parce que c'est aussi pour ça que je suis là, que la fédération m'a demandé de venir. C'est en me demandant aussi de faire déguster du gibier. Et ça a tendance à plaire, oui.
Donc quand est-ce qu'on peut vous retrouver là sur le Salon de l'Agriculture? C'est ce dimanche, ce lundi? Voilà, je serai là demain, dimanche et lundi de Pentecôte et je reviendrai vendredi et samedi de la semaine prochaine. Eh bien vous voyez, je reviens ici là sur le plateau, ça a été très rapide hein, d'un claquement de doigts et autour de moi il y a quand même énormément de personnes pour parler de la chasse ce matin et débattre sur ce poids économique de la chasse et social hein, parce que il y a deux choses. On va commencer avec vous Christophe Bouillet, vous êtes secrétaire de la Fédération régionale de la chasse. Expliquez-nous, il y a combien de chasseurs peut-être en Nouvelle-Aquitaine? On peut commencer par avoir un peu ce panorama au niveau régional. Bonjour. Alors, il y a actuellement 170 000 chasseurs dans la région Nouvelle-Aquitaine, dont 5% de chasseresses. Je pense qu'il faut le préciser, c'est important. C'est important, effectivement. Et par rapport aux autres régions autour de nous, c'est beaucoup, 170 000? Alors, 170 000. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grosse région cynégétique de France. Région Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, 12 fédérations. C'est en région Nouvelle-Aquitaine qu'on trouve le plus grand nombre de chasseurs. Le plus grand nombre de chasseurs, donc ça veut dire que culturellement, c'est aussi très présent, je suppose. Alors la chasse, évidemment, est très présente. Je dis souvent que notre région, c'est une terre de tradition. On pratique bien évidemment beaucoup de modes de chasse, dont les chasses traditionnelles. La chasse est très très présente dans notre région. Et dans quel département peut-être on trouve plus de chasseurs? Je suppose qu'il y a plus de départements... Là, on a beaucoup de Landais quand même autour de la table, hein, faut le dire. On a beaucoup de Landais, je ne vais pas les décevoir, mais le département aujourd'hui qui pratique le plus à travers les chasseurs, c'est la Gironde. La Gironde malgré tout, oula. on débattra après de cela. Et au niveau national, la chasse, j'allais dire, bon, j'ose pas le jeu de mots, mais on tire un peu souvent à boulet rouge dessus. Quand je dis on, c'est la presse, hein, puisque voilà. Évidemment, on a tendance à tirer à boulet rouge sur la chasse au niveau national. Vous connaissez comme moi nos opposants. Malheureusement, ils nous le tirent dessus sans nous connaître, je dirais, et sans savoir ce qu'on peut faire. Parce que la chasse, on ne fait pas que prélever, on sait aussi faire d'autres choses, comme l'aménagement des territoires, par exemple. Justement, mais qu'est-ce que ce poids de la chasse au niveau national en France, c'est assez important. La chasse, vous le disiez, c'est une pratique, c'est un loisir aussi. Alors c'est une pratique, bien évidemment, c'est un loisir, mais la chasse, si on parle des dépenses nationales, c'est 4 milliards 200 millions d'euros la chasse en France, hein, dont parce que quand on parle de dépenses, je pense que le réflexe c'est raisonner munitions, armes. Quand je dis 4 milliards 200 millions, les armes et les munitions ne représentent que 970 millions. Tout le reste, c'est de l'aménagement du territoire. C'est de l'argent qu'on consacre à nos auxiliaires. Les chevaux pour ceux qui chassent à court. Nos chiens, bien évidemment. Les équipements. Voilà, c'est un tout. On ne parle pas uniquement d'armes et de munitions quand on parle de dépenses chasse. Oui, parce que les chasseurs, au niveau français, on a parlé au niveau régional, 170 000, mais en France, il y en a combien? Alors, presque 970 000, un petit million, on va dire, quoi. Voilà. Petit million de chasseurs en France. Donc c'est quand même beaucoup, et on a besoin de la chasse quand même en France aussi, il faut le dire. Bien sûr qu'on a besoin de la chasse en France. Pour réguler, évidemment, les animaux qui occasionnent des dégâts aux cultures, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à ces modes de chasse-là. La chasse se pratique depuis la nuit des temps en France. Quel que soit le mode de chasse, il faut le respecter et on a le devoir et l'obligation de préserver tous nos modes de chasse. Demain, il est hors de question qu'on condamne la chasse loisir. Vous parliez d'équipement, justement. L'équipement, vous avez créé, Cédric, oui. Une ligne de vêtements, on peut dire ça? Non. Oui, tout à fait. Donc, c'est une ligne de vêtements que j'ai créée, ça va faire maintenant 4 ans. Ouais. C'est dédié pour les bécassiers. Le Perron bécassier. Le Perron bécassier, tout à fait. Donc ça fait maintenant 4 ans que c'est en ligne. Moi, je me développe beaucoup via les réseaux sociaux. Et maintenant, petit à petit, le but ultime, c'est d'intégrer des magasins partout en France. Donc le Perron bécassier, vous pouvez nous présenter, qu'est-ce que vous proposez finalement sur ce site?
Alors On on le voit a à l'écran, commencé, d'ailleurs. voilà, tout à fait, ça c'est ma page d'accueil. On a commencé la première année à proposer une gamme de polos avec notre logo, avec 2 bécasses. Petit à petit, on a commencé à agrandir la gamme. Donc c'est des vêtements pour la vie de tous les jours. Et à côté de ça, depuis l'année dernière, on a commencé à faire des partenariats avec des marques pour du produit technique chasse. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces marques? Est-ce que ça fonctionne bien? Vous avez eu des retours, je suppose, de vente? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, donc voilà, nous on n'a pas, par rapport à ça, on s'est lancé avec la marque Somlis. Donc on a fait un partenariat avec eux pour du produit technique pour les bécassiers pour aller chasser dans nos forêts. Donc pour un moment, ça fait 1 an, on est très content de tout ça, oui. Au niveau de la marque, vous êtes aussi en magasin, en surface de sport, j'allais dire, magasin de sport. Oui, alors ça y est, on a commencé un peu à intégrer quelques magasins en France. Là, on est en train de développer aussi une petite gamme aux États-Unis. Et après, sur le site, on est distribué partout en France. Et après, on commence aussi à rentrer un peu avec des ventes beaucoup en Italie maintenant. Ouais, et ça pèse combien? Parce qu'en 4 ans, c'est tout jeune. On appelle ça presque une start-up, mais j'ai l'impression que maintenant, vous êtes plutôt une grande entreprise, presque. Non. On est modeste, on est quand même une petite société landaise. Mais effectivement, ça prend de l'ampleur d'année en année. Donc on est à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires pour une petite marque. Après, voilà, on est quand même une marque de niche, parce que des bécassiers, voilà, on est nombreux en France, mais par rapport aux autres chasses, c'est une petite niche. Et vous êtes vous-même chasseur, donc la bécasse, comment ça se chasse? La bécasse, c'est toute une histoire. C'est arpenter pour moi mes forêts landaises avec mes séters, et c'est la magie de cette chasse. Oui, parce que la bécasse, c'est une chasse particulière. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Ah, bien sûr, c'est une chasse particulière. C'est un oiseau qui est migrateur, qui est sauvage. Donc voilà, donc il faut partir avec son chien, arpenter les forêts pour avoir la chance de découvrir une belle mort dorée en action de chasse. Et bien sûr, avec vos vêtements. Tout à fait. Ça attire la bécasse, c'est ça? C'est un porte-bonheur. Bon. Donc, vous avez trouvé votre public assez rapidement, finalement. Vous me disiez que c'était de la niche, mais il y a quand même un public de bécassiers. Oui, tout à fait. En France, il y a quand même une belle population de chasseurs à la bécasse, et c'est des vrais passionnés. Donc c'est vrai qu'on a essayé de mettre ça dans notre marque, et à l'heure d'aujourd'hui, ça plaît énormément à nos clients. Et pourquoi le Perron bécassier? Le Perron bécassier, tout simplement parce qu'en fait, c'est une action un peu mythique de la chasse à la bécasse. C'est 2 bécasses qui décollent en même temps devant son chien. Donc c'est votre logo? C'est mon logo. J'ai bien compris. On va parler un peu de presse, j'allais dire agricole, non, de presse spécialisée en chasse. Vous, Tommaso, vous n'êtes pas chasseur, hein, visiblement. Alors, je suis un tout petit chasseur, voire mauvais chasseur, je l'ai vu. Mais je m'occupe de titres chasse avec grand plaisir, et à différence de Cédric, des titres qui sont là depuis 1885, par exemple, c'est le chasseur français. Oui, le chasseur français, effectivement. Qui est un titre qui appartenait à la Manou France à Saint-Étienne, et que maintenant appartient au groupe Reward Media pour lequel je travaille, qui a aussi une autre revue qui s'appelle la Revue nationale de la chasse et Grand Gibier. On est le leader dans la presse si génétique. On a à peu près 1 million de lecteurs. J'allais vous le demander, 1 million. Globalement, et dont au moins 200 000 sont dans la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est la région la plus importante pour nous en termes de vente et de lectorat. Et justement, qu'est-ce qu'on peut trouver? Parce que dans cette presse spécialisée, vous adressez finalement aux chasseurs, hein, complètement. Oui, tout à fait. Alors, le chasseur français, c'est plutôt un magazine de ruralité. Donc, on parle de chasse, de pêche, de cuisine, de nature, de tout, en gros. Et de jardin, et maisons, bricolage, etc. La Revue nationale de la chasse et Grand Gibier, en revanche, sont des titres qui sont vraiment 100% chasse. Tout type de chasse. Donc on passe de la chasse à la bécasse, palombe, grand gibier, petit gibier, devançois, la vénérie, la chasse à l'arc, un peu tout. Donc vous disiez 1 million de ventes sur la France, c'est ça? Alors, 1 million de lecteurs. De lecteurs? Oui, les ventes, on a 200 000 ventes tous les mois pour le chasseur français,
On en a 40 000 pour la Revue nationale de la chasse et 20 000 pour le grand gibier. Ah, il y a des titres de presse qui seraient un peu jaloux de vous. Ouais, franchement, oui. On peut le De dire. quoi être jaloux. Il y a de quoi. Justement, moi j'allais dire, c'est pas compliqué aujourd'hui de vendre. Vous êtes toujours à l'équilibre ou ça baisse ou ça remonte justement peut-être? Non, alors la presse, je ne vais pas vous cacher que la presse c'est un peu à la baisse, mais nos titres, compte tenu du fait qu'ils parlent de passion, résistent mieux que les autres. Disons, sont très en phase avec les passionnés de la chasse et avec ce mode de vie. Et donc, on essaye de changer un peu le titre pour être en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si une fois on avait plus petit gibier, aujourd'hui on fait plus grand gibier. Parce qu'on suit un peu les tendances de la chasse, donc plutôt sanglier, plutôt cerf, plutôt qu'à une époque, et il y avait les perdreaux, etc. Vous parlez de tendances de la chasse justement. Il y a des tendances, c'était ma question. Oui, alors ça, ce sont les grandes tendances. Donc la chasse évolue vers le grand gibier. Et donc, il y a un peu un changement de l'équipement. Ça plaît, disons, aux fabricants parce qu'on doit changer un peu son équipement, acheter des carabines plutôt que des fusils. Ça change aussi les balles, donc il n'y a plus de cartouches, il y a des balles. Il y a tout un tas de choses qui sont liées à ces changements. Après, il y a des chasses qui sont historiques, qui ne changent pas, donc la bécasse, ici la palombe, toutes ces chasses-là sont encore, heureusement, se portent heureusement très très bien. Oui, et puis ils sont ancrés aussi dans notre culture, j'allais dire, régionale. Exactement. Nous, on fait de la presse, mais on essaye aussi de se diversifier. Et parmi les choses qu'on essaie de faire, on va dans l'événementiel et on a créé justement avec Cédric et avec Kevin, à qui je donne la parole, un nouveau salon qui s'appelle Terre de Chasse. J'allais vous demander justement, Terre de Chasse, qu'est-ce que ce salon? Donc là vous êtes trois, peut-être qu'on vous repassera la parole pour un peu rebondir sur ça. Ce salon Terre de Chasse, là ça va se dérouler bientôt, je crois, en septembre, c'est bien ça? Oui, alors à la toute fin du mois d'août, donc le 30-31 août et 1er septembre 2024 pour la première édition. Donc pour vous présenter un peu le salon, donc ça se tiendra à Sauternes, au Château Fillot, où à l'époque se tenait la grande fête de la chasse organisée par le docteur Claude Supplisson, qui regroupait une quinzaine de mille de personnes sur un week-end. Voilà, ça c'était il y a plus de 30 ans, les gens l'ont encore en mémoire, ça a marqué les esprits, et donc on a pris un peu ce pari fou de mettre ce salon en place. Alors à travers quelque chose qui sera très différent, puisque du coup ça sera un salon général de la chasse d'envergure nationale basé en Sud-Ouest. C'est vraiment ça l'idée, représenter tous les modes de chasse qu'on trouve dans notre pays, mais surtout mettre en avant la culture régionale, puisque voilà, on est hyper riche de tout ça. Monsieur Houillet le disait tout à l'heure, on a énormément de chasseurs. Tous les voyants sont au vert pour qu'on puisse créer un événement d'ampleur dans la région. Vous attendez combien de personnes sur cette première édition? On a quand même des ambitions. Oui, alors c'est difficile sur un premier projet de pouvoir se baser sur un nombre de visiteurs. Ce qu'on a décidé nous de faire pour pas prendre énormément de risques et partir sur du réel, c'est de partir sur ces 15 000 personnes qui visitaient à l'époque la grande fête de la chasse. Voilà, donc c'est vraiment un minimum qu'on se fixe nous, sachant que là, l'ampleur n'est pas du tout la même et la communication non plus. Et j'allais vous demander, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur ce salon de la chasse? Donnez-nous un peu l'eau à la bouche et partagez-nous votre programme. Alors justement, je vous invite dans un premier temps à aller voir sur nos réseaux sociaux, sur le site aussi internet de Terre de Chasse. Voilà, on le voit à l'écran. terredechasse.com, voilà. On a un petit film qui a été mis en ligne hier. Ouais. Donc pour vous résumer un peu ce qui va se passer, on a une centaine d'exposants représentant voilà, tous les modes de chasse français. Organisé par village. Donc on aura un gros pôle vénerie avec la quasi-totalité des équipages du Sud-Ouest. On aura les chasses de migrateurs qui seront évidemment largement représentées, le gibier d'eau, la palombe, les chasses traditionnelles. Et voilà, on aura aussi des commerçants évidemment, des marques, des distributeurs qui seront là donc pour cette grand-messe de la chasse. Vous y serez alors, je suppose, Cédric, puisque vous êtes aussi l'un des organisateurs de ce salon. Oui, tout à fait. On sera présent avec la marque Le Perron Bécassier et aussi en tant qu'organisateur, bien sûr. Et vous en entendez beaucoup? Il y avait une demande sur ce salon? Cédric, vous pouvez répondre et puis après je vous redonnerai la parole, Kevin. Oui, il y avait une forte demande dans le Sud-Ouest parce que, comme l'a dit tout à l'heure le vice-président, donc on a quand même une région où on a le plus de chasseurs en France et il y avait une réelle demande d'un événement comme celui-ci dans le Sud-Ouest. C'est pour ça que on a décidé de lancer Terre de Chasse.
Et je suppose qu'il y aura peut-être des articles dans la presse spécialisée, hein, j'espère. Hein. Oui, oui. Il y en aura, il y en a déjà eu et on continuera d'en faire. Et donc, Kevin, il y avait une attente. Oui, comme on disait tout à l'heure, on entend parler dans les campagnes de cette fameuse fête de la chasse, et les gens nous disent voilà, ça serait bien que ça revienne, que ça soit remis sur pied. Et à force d'entendre ça, on s'est dit voilà, on va vraiment le faire. En discutant justement avec Tommaso, donc on a décidé de s'allier au groupe Reward Media pour mettre ce projet en place, sur quelque chose de beaucoup plus important. Et des fêtes de la chasse, il y en a au niveau départemental encore, ou c'était une demande, c'est un peu exceptionnel, il y a des salons Non, il y a pas mal d'événements qui sont encore organisés. Alors on pourrait analyser ça sur le fait aussi de l'après-Covid. Les gens ont été privés, ont besoin maintenant de se retrouver. Et donc on a plein d'événements qui fleurissent dans les campagnes, souvent organisés de manière associative par les ACCA, par exemple, les associations de chasse, qui en profitent pour renflouer un peu leur trésorerie et faire vivre leurs associations. Nous, on est sur une autre démarche, c'est un projet entre guillemets commercial, même si le but est quand même de défendre très largement notre patrimoine. Mais on est à peu près sur la région dans ce concept, pour l'instant, les seuls à vouloir faire ce grand salon. Et la fédération régionale, elle soutient ce genre d'initiative. C'est quand même assez intéressant, ça permet de... Bien sûr que la fédération régionale soutient ce genre d'initiative. À partir du moment où on fait la promotion de la chasse, on ne peut qu'approuver. Hein. J'allais vous demander, la période de la chasse, c'est quand? Pour les néophytes comme moi, quand est-ce qu'on chasse? On peut chasser tout le temps ou c'est quand même très réglementé? Alors la chasse, bien évidemment, est réglementée. Cependant, une année cynégétique commence 1er juillet et finit le 30 juin. La chasse ouvre le 1er juin pour le brocard et le sanglier à l'approche. Durant l'été, on peut pratiquer la chasse du sanglier en battue. Ensuite, viennent les chasses anticipées, comme la chasse du gibier d'eau et la chasse de la caille. Ensuite, on va dire deuxième week-end de septembre, c'est l'ouverture générale. Alors l'ouverture générale, on chasse en particulier les premiers migrateurs, bien sûr, mais aussi le petit gibier sédentaire. Quelques départements ont décalé l'ouverture du lièvre sur octobre, pour la plupart. Et après, la saison se déroule normalement et prend fin donc le 28 février, mais est prolongée pour l'espèce sanglier jusqu'au 31 mars en battue. Et depuis peu, puisque les arrêtés ministériels maintenant nous l'autorisent, on peut pratiquer le sanglier à l'affût et à l'approche en avril et mai. Et on n'est pas chasseur, j'allais dire, c'est très réglementé. Il faut un permis, etc. Expliquez-nous un peu tout ce côté réglementaire. Alors bien sûr qu'il faut un permis. Les fédérations des chasseurs forment les personnes qui souhaitent passer le permis de chasser. Donc on forme ces personnes-là à l'examen du permis de chasser. Dans un second temps, c'est un autre organisme qui fait passer l'examen. On forme en région Nouvelle-Aquitaine à peu près 3500 chasseurs par an. Hein. C'est beaucoup par rapport aux chiffres nationaux ? C'est plutôt bien par rapport aux chiffres nationaux. C'est dans la fourchette haute. On est dans la fourchette nationale, on va dire. Hein. Et donc, on peut chasser à partir de quel âge aussi? Alors, on peut chasser à partir de 15 ans en chasse accompagnée et on va dire, on peut évoluer tout seul à partir de l'âge de 16 ans. D'accord. Et c'est souvent une transmission, j'allais dire, familiale. Hein. Souvent, si on est chasseur, c'est que nos parents l'étaient, c'est souvent ça. Dans la plupart des cas, c'est souvent ça. La chasse, comme vous dites, c'est une transmission avant tout. On transmet nos valeurs, nos modes de vie. Mais parfois, on a des personnes qui viennent s'inscrire au permis de chasser, qui ne sont pas du tout issues du monde de la chasse, qui n'ont pas ni le papy, ni le papa qui chasse. Cependant, par curiosité, ils viennent passer l'examen du permis de chasser pour aussi profiter tout simplement de la nature le week-end ou dès qu'ils ont un moment. Profiter de la nature. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous réunit. Justement, la nature, la ruralité, vous en êtes le défenseur, Julien, c'est bien ça. Exactement. Vous êtes sur tous les réseaux sociaux et on vous connaît sous un nom, Monsieur Lescourège. C'est bien ça. Mais qui c'est ce personnage? Monsieur Lescourège, c'est un personnage qui a été inventé de toutes pièces, néanmoins en s'inspirant des gens qui habitent mon village, c'est-à-dire ces gens qui nous ont transmis la passion pour la chasse, la pêche, et puis pour le monde rural, l'agriculture. Donc aujourd'hui, je défends un peu ça. Je fais passer des messages sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la chasse,
elle rassemble les hommes bien plus qu'elle les divise. Voilà, c'est un message très important. Vous êtes sur les réseaux sociaux, combien de personnes vous suivent Tout réseau confondu, 100 000 abonnés. C'est énorme. C'est pas mal. Ça occupe les soirées. Ça occupe les soirées, mais ça occupe aussi vos journées, parce que je suppose qu'il faut produire aussi. Il y a beaucoup de montage vidéo, de photos, mais voilà, on le fait pour la bonne cause. Et qu'est-ce qu'on y trouve justement? Vous défendez un peu cette culture de la chasse ou vous êtes au naturel Alors au départ, je suis avec mon béret, des lunettes, je joue un personnage assez ancien, 89 ans, et qui parle un peu de tout ce qui peut se faire dans un village, c'est-à-dire les concours de pêche, les parties de chasse, les soirées dans les cercles, enfin vraiment la vie du monde rural, ce que les gens ne voient pas et qui quand même est dans tous les tout petits villages. Et comme chez moi par exemple, j'ai encore un petit bistrot qu'il faut faire tourner, j'ai mes parties de chasse, j'ai mes parties de pêche avec mes collègues, et ça il faut vraiment le mettre en avant, c'est très très important. Et vous faites quoi comme métier initialement, vous? Alors je suis poissonnier. Ah non. Voilà, pour un grand groupe. Alors, à poissonnier, mais vous pratiquez quand même la chasse? Et je pratique la chasse uniquement, la chasse à la palombe au filet. D'accord, donc ça aussi c'est culturel, j'allais dire. C'est culturel, c'est encore un des seuls moyens où on peut attraper un oiseau vivant et le relâcher vivant. Voilà, au détriment du fusil qui, quand un oiseau est tué, eh bien, il sera prélevé pour être mangé. Voilà. On comprend bien. Comment ça se passe là, au filet? C'est quand même assez... La chasse au filet, c'est une chasse où il faut être coupé d'Indien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas silencieux, vous n'attraperez jamais une palombe au filet. Voilà. Sinon, on est caché dans les bois, dans des cabanes, hein. Voilà, dans les forêts de pins, de chênes. Et le but étant, c'est d'apercevoir les premiers vols de palombes, attirer avec des appelants et les faire poser dans nos pins, les chanter, ces palombes, les faire descendre au sol, et avec un peu de chance, attraper un joli coup de filet. Ça peut être une palombe, passer 2 heures pour en attraper qu'une, ou en attraper un peu plus avec un peu de chance. Vous disiez, il faut passer du temps finalement. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? C'est un peu la même chose qu'on trouve, j'allais dire, la pêche, mais on passe du temps, on passe du temps ensemble. C'est ce qu'on recherche quand on est chasseur? Quand on va à la chasse, on crée un moment, c'est-à-dire on crée un moment de partage, on crée un moment d'amitié. On y va aussi seul pour se retrouver avec soi-même. C'est hyper important de passer un moment seul avec son chien ou même sans chien. On va se ressourcer quand on va à la chasse ou à la pêche. Hein, je veux dire, c'est un moment de ressources. On se reconnecte à la nature parce qu'on s'est bien déconnecté de ça. Aujourd'hui, il faut le voir, hein, on est tous avec nos téléphones, moi le premier. Et quand on va à la chasse, quand même, on se reconnecte avec tout ce qui est autour. C'est-à-dire la nature, la pluie, le temps, regarder les oiseaux, c'est hyper important. Et voilà, c'est un moment de connexion. Un moment de connexion, vous confirmez là tous autour de la table, cette connexion c'est essentiel. Mais j'allais vous demander justement ce lien, ce poids, c'est une association, c'est associatif aussi. Il y a des associations de chasse, dont vous parliez, Kevin. Il y a énormément d'associations et heureusement ces associations font vivre les villages. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on enlève les sociétés de chasse dans les villages, il n'y aura plus aucune fête. Parce que ce sont elles qui font vivre ces villages. C'est grâce aux sociétés de chasse et de pêche qui font vivre aujourd'hui les tout petits villages. Voilà. Et vous êtes dans les Landes alors, hein? Voilà, je suis un peu tricheur. Je suis dans les Landes girondines, sur les premières terres graveleuses du Sauternais, où va se passer ce sublime événement terre de chasse. Vous y serez alors? Bien évidemment. Donc on a bien noté, hein, c'est 30, 31 et 1er septembre, 30 voilà, août ça, oui. et 1er septembre. Justement, ces différentes pratiques de chasse, c'est un peu une question globale. Hein. On a l'impression que c'est sociétal, c'est de la culture, c'est culturel. Il y a vraiment des terres de chasse, quoi. Oui, c'est ce que disait un peu Julien aussi. Alors, bien sûr, c'est associatif, ça peut être individuel, mais c'est au-delà d'une pratique, d'un loisir, entre guillemets. Disons personnellement, moi je vois ça plus comme un art de vivre. Ça fait partie de nos êtres, c'est une culture, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, avec toutes les attaques qu'on subit en ce moment, si on nous enlevait la chasse, il y a une partie de nous-mêmes qui serait morte. Je veux dire, c'est au-delà d'une pratique, vraiment. C'est ancré dans nos êtres. Oui, on parle de pratique, c'est du loisir aussi, on peut dire ça?
Oui, je veux dire, c'est un moment où on se régale, où on partage, il y a du plaisir, donc on peut voir ça comme un loisir, mais c'est vraiment un style de vie. C'est-à-dire que dans nos journées, on a nos métiers respectifs, on a nos familles, et il y a la chasse qui prend une place aussi très importante. Si on n'y va pas pendant quelques jours, bon, le curseur est différemment placé en fonction des personnes, mais il nous manque quelque chose. Il faut aller dehors, il faut prendre l'air, il faut se reconnecter. Et on pratique tous les week-ends ou... Alors, on espère. je ne sais pas si on est des modèles sur ce point. Nous, on a la chance de pouvoir un peu s'organiser pour pouvoir chasser. Donc, c'est plusieurs fois par semaine. Hein. C'est vraiment plusieurs fois par semaine. J'allais dire, Julien, vous vous adressez à qui, vous, en tant que, défenseur de la ruralité, et si on ose le mot influenceur, même si vous n'aimez pas ce mot? Moi, je m'adresse à des gens qui sont encore capables de comprendre le message qu'on véhicule. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas l'esprit fermé, qui n'ont pas des œillères et qui se disent finalement, ces gens-là, c'est un écrin, ils sont présents et il faut essayer de faire qu'un. Si demain on peut se battre, il faut faire qu'un. C'est-à-dire les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs et ces gens qui sont venus s'installer chez nous, découvrir la campagne, parce que la campagne, elle est belle à la télé. Mais après, quand on arrive à la campagne, on se dit, les cloches, elles sonnent, le coq, il chante, les vaches, elles meuglent et tout ça, ça dérange beaucoup. Mais finalement, on va réussir à faire un écrin. C'est cet écrin qu'il faut retrouver, c'est très important. Ouais, ça dérange beaucoup. C'est vrai qu'on a vu plusieurs procès sur le coq du voisin qui chante. Mais c'est du bon sens. Qui chante, oui, je suis d'accord. Bien sûr. C'est le principe aussi de la ruralité, de nos traditions, si on peut oser le dire comme ça. C'est au-delà des traditions, c'est un patrimoine. Aujourd'hui, il faut parler de patrimoine. Les traditions, bien sûr, elles existent, mais c'est un patrimoine vivant, culturel, qu'il faut absolument qu'on défende. Patrimoine. Justement, ce terme de patrimoine, on le voit un peu, vous êtes d'accord un peu avec ça, Cédric ? Oui, complètement. Et c'est maintenant et c'est aujourd'hui qu'il faut se soutenir de plus en plus dans le monde de la chasse, le monde de la pêche, comme le disait Julien, l'agriculture, la tauromachie aussi également qui est visée un peu par tout ça. Et c'est ce qui coule dans nos veines. Donc c'est maintenant qu'il faut le défendre. Oui, justement, on va parler un peu de tauromachie. Oh là, voilà, vous venez de mettre l'Esprit du Sud, c'est bon, le foulard de l'Esprit du Sud. Oui, il se voit un peu à la caméra. Effectivement, ce foulard, Esprit du Sud, un peu de l'autre côté. Voilà, c'est bien, Dominique. Et cet Esprit du Sud, là, à travers cette association Esprit du Sud, Dominique, qu'est-ce que vous défendez? Vous défendez un peu tout ça, ce patrimoine-là. Oui, exactement. Et c'est très intéressant ce qui a été dit jusqu'à présent, là. Et notamment la différence qu'il y a entre tradition et culture et patrimoine. Parce que l'Esprit du Sud, c'est un outil une association qui est très institutionnelle. On a les chambres de commerce et d'industrie, des métiers, de l'agriculture. On a la Fédération de la course landaise, les villes taurines, la Fédération de chasse, plusieurs associations de chasse traditionnelles, la langue gasconne, bref, tout ce qui fait l'identité de notre département dans les Landes. Mais il y a l'Esprit du Sud en Gironde aussi, il y a l'Esprit du Sud dans 9 départements du sud de la France. Et l'objectif, c'est de transmettre cette culture, partant du fait que la tradition, c'est un mode de transmission. Ce n'est pas le seul. Et il faut qu'on invente d'autres modes de transmission de la culture que la seule tradition. Ça veut dire très simplement que les ruraux qui disaient il y a 2 générations, pour vivre heureux, vivons cachés, il faut qu'on prenne la parole, qu'on fasse la promotion de notre identité, notre culture. Il y a la chasse, il y a la tauromachie. La plus belle illustration qui regroupe tout le monde, c'est la fête du village. Vous allez manger du gibier, vous allez avoir une course landaise l'après-midi, vous allez rencontrer toutes les associations autour d'un bon repas. Voilà, c'est ça. Et on va avoir un spectacle en gascon. Il y en a Dao, il y en a plein d'autres. Voilà, mais c'est ça qui fait le charme aussi de notre région, qui est enviée par ce côté culturel authentique et décrié à Paris. Donc l'objectif des Esprits du Sud, c'est un petit peu réveiller les ruraux pour qu'ils prennent la parole et qu'ils fassent la promotion de leur culture. Réveiller aussi les élus politiques, leur donner, notamment, il y a une très grande différence entre les élus locaux, régionaux, départementaux et le débat politique national où on se fait taper dessus. Localement, on n'a que des appuis parce que les élus ne sont pas fous, ils suivent les populations. Et Esprit du Sud veut être un lien social
comme la chasse, comme la course hollandaise. Quand vous prenez un fusil, vous avez le médecin, l'agriculteur, le cantonnier, le maire. Eh bien, ils ont chacun leur chien et c'est pas celui qui a le plus d'argent qui gagne. C'est souvent d'ailleurs la bécasse qui gagne, mais qui nous fait passer une bonne journée. Et voilà. J'allais vous demander, oui, on n'est pas obligé de revenir avec des animaux finalement. Le plaisir aussi, c'est un peu de... Et les plus belles histoires de chasse, surtout à la bécasse, je suis chasseur de bécasse, c'est les bécasses manquées quand même. Bon, on retient ça. Le lien, on l'a vu avec Bruno Millet tout à l'heure, il y a quand même un lien entre agriculture et chasseurs. Il y a quand même un lien étroit, il faut le dire. Il y a un lien entre agriculture, forêt et chasseurs. Et ici, dans le sud-ouest, c'est une chasse populaire qu'on ne retrouve pas dans toutes les régions, mais c'est une chasse populaire. Et dans un village, voilà, il y a toutes les couches sociales du village qui se retrouvent à prendre le permis. Et c'est des moments de partage phénoménaux. Voilà, donc après, faut comprendre aussi la culture. Vous prenez un chasseur, vous ajoutez un pêcheur, je regarde Julien, et vous avez 3 menteurs. Oh là, on comprend là, la culture, ce patrimoine aussi. C'est un sujet de découverte, un prétexte pour découvrir la nature, pour l'entretenir, et également pour connaître son environnement au plus près. C'est pas de la théorie, c'est la pratique, comme l'est l'agriculture, comme l'est la sylviculture. C'est quand on met les pieds sur le terrain, qu'on découvre le terrain, qu'est-ce qui est propice, qu'est-ce qu'il y a à faire, pourquoi ce fossé n'est pas entretenu, pourquoi il faut replanter à tel endroit, pourquoi il y a des arbres morts à tel endroit, pourquoi il y a une bordure de champ abîmée. Bref, la nature, elle se construit tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, immuable. On a besoin de tous les acteurs. Et les agriculteurs et les sylviculteurs ont bien sûr besoin des chasseurs pour réguler pas mal de ravageurs des cultures ou de la forêt. Oui, j'allais le dire, vous travaillez un peu main dans la main, entre différentes les fédérations, les chambres d'agriculture. Il y a un travail assez important. Bien évidemment, c'est indissociable. On travaille, mais vraiment main dans la main, surtout avec les chambres d'agriculture, les représentants du monde forestier également. Ces gens-là, bien évidemment, ont besoin de nous, mais on a besoin d'eux. Ils mettent leur territoire aussi à disposition des chasseurs, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est valable dans les deux sens. On parlait tout à l'heure de chasse populaire, la chasse que nous on défend. Il faut savoir qu'en région Nouvelle-Aquitaine, on a 9900 ACCA. C'est quoi une ACCA? C'est ce qui donne la chasse accessible à tous. C'est la chasse pour une carte de sociétaire à 50 €. On n'est pas dans le centre de la France où il faut mettre 2000 ou 2500 € sur la table pour pouvoir chasser. C'est cette chasse que nous, on défend dans notre Grand Sud, notre Sud-Ouest, voire dans le Sud-Est. C'est cette chasse populaire, la chasse accessible à tous. Et cette chasse, elle est essentielle. On parlait d'équilibre des territoires, vous disiez les fossés, etc. Le chasseur regarde la nature, fait remonter des choses. Bien évidemment que celui qui observe le plus la nature, je pense que c'est le chasseur, c'est le pêcheur. On parlait de transmission tout à l'heure. Non seulement on regarde la nature, mais on sait l'identifier. Qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants? C'est faire la différence entre un chêne et un châtaignier, faire la différence entre un canard siffleur et un canard pilé, entre une girole et un cèpe de Bordeaux. C'est ça aussi la transmission, ce sont les valeurs qu'on peut rencontrer lorsqu'on pratique la nature au quotidien. Et le poids économique, pour revenir un peu au poids économique de la chasse, je ne sais pas lequel d'entre vous va pouvoir répondre à cette question, ça pèse vraiment beaucoup, on l'a vu, 4 milliards 200 millions en France de dépenses pour pouvoir pratiquer la chasse. Donc c'est quand même beaucoup, Dominique? Oui, mais avec Esprit du Sud Landes et avec les partenaires, et dont le conseil départemental des Landes, et l'enseignement agricole et rural, on lance à la rentrée une étude sur un canton pour voir sur une dizaine de villages et chefs-lieux de canton que représente la culture locale dans l'économie locale. Donc au niveau social, c'est difficile à quantifier, mais c'est facile à apprécier. Encore faut-il mettre les mots sur ce que l'on vit, mais après il y a toute une économie locale qui est dépendante de cette culture. C'est un mode de vie qui entraîne bien sûr des dépenses, des recettes. Et on a des élèves de lycée agricole qui sont en BTS et qui vont
regardez dans une dizaine de villages autour de Mugron comment s'organise la culture locale, qu'est-ce qu'elle représente, avec le pan économique, bien sûr, le pan social, le pan culturel, et peut-être, et j'espère, comme c'est des jeunes qui vont faire avec des professeurs très engagés, qui nous expliqueront aussi comment transmettre ce mode de vie, parce qu'il n'y a rien de mieux que des jeunes pour parler à d'autres jeunes sur un mode de vie qu'ils ont découvert. On parle de transmission. Est-ce que vous avez l'âge moyen des chasseurs, peut-être, niveau national ou régional? Alors, l'âge moyen est de 52 ans. C'est quand même âgé, finalement. 52 ans. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les personnes qui s'inscrivent à l'examen du permis de chasser ont, là, 50% ont moins de 24 ans. Quand même. Quand même. On retrouve de plus en plus les jeunes à la chasse aujourd'hui. Oui, parce que ce souci de transmission, je ne sais pas, dans vos différentes associations de chasseurs, est-ce que l'âge moyen est plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas? Même si là, autour de la table, c'est plutôt 50-50, j'allais dire. Quel est... Oui, on peut le constater assez facilement. Dans les équipes de chasse, on a beaucoup de têtes blanches. Malheureusement, ces gens ne vont pas forcément retransmettre leur savoir, ce patrimoine qui nous est si cher finalement. On n'oblige pas les enfants à continuer. Il y a des obligations aussi de la vie qui font que on a de plus en plus de responsabilités, etc. Les gens sont peut-être tournés aussi sur d'autres choses à faire le week-end. Mais oui, on essaie en tout cas de notre côté, en tant que jeunes aussi, de faire en sorte de faire passer des nouveaux messages avec des nouvelles pratiques, vraiment pour sensibiliser les gens et leur montrer que la chasse aussi a évolué et qu'on est aussi, nous, ouverts à la présentation de notre mode de vie à des non-chasseurs, par exemple. Dominique, vous vouliez réagir sur le côté transmission, justement? Oui, mais avec Esprit du Sud, on est en train de structurer des commissions de jeunes pour occuper les réseaux sociaux, ce que l'on pas... vu notre âge, on n'est pas les plus doués, c'est vrai. Bon, on fait des efforts, mais donc on a une équipe de jeunes qui le fait. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on a des jeunes du cru qui sont restés là. Il y a beaucoup de jeunes en région aussi qui vont faire leur carrière professionnelle en ville, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris. Et c'est les jeunes les plus motivés souvent, les témoignages les plus poignants, des jeunes qui sortent de leur cadre de l'enfance, de ceux qu'ils ont connus à la campagne, qui vont travailler en ville et qui se disent « mais qu'est-ce que je suis en train de perdre ?» Et alors, c'est des visios en permanence avec des gens qui font leur vie professionnelle aux quatre coins de la France pour faire la communication Esprit du Sud et dire en quelque sorte aux régionaux, là, aux Aquitaines et aux Aquitains, il dit mais regardez la richesse que vous avez et parlez-en autour de vous. Assez. La maxime pour vivre heureux, vivons cachés. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Prendre une claque et tendre l'autre joue. Il faut qu'on se batte pour notre culture et les jeunes sont prêts à se battre, mais il faut qu'à notre âge aussi on parle de culture et pas de tradition. Le mot tradition donne la culture à notre génération et aux générations qui nous ont précédés. Et la culture, c'est quelque chose de vivant. Et la chasse telle qu'on l'a connue, sans doute que dans 10 ans, dans 20 ans, elle se sera réadaptée avec des jeunes qui ne chasseront pas tout à fait. Alors il faudra bien sûr un chien, il faudra des filets pour la chasse et ainsi de suite. Mais des jeunes qui auront réadapté la chasse à la nature, à leur cadre naturel et à leurs loisirs. Voilà, donc. Mais il faut se rappeler quand même de ça, c'est ceux qui partent de chez nous qui sont les plus motivés en se disant « mais qu'est-ce que j'ai perdu à partir en ville ? Je suis obligé de partir. Mon rêve, c'est d'y revenir le plus souvent possible, de chasser et surtout de ne pas perdre le contact avec la nature, de la reconnaître et de se faire reconnaître par la nature lorsque je reviens chez moi. » Tommaso, vous vouliez réagir? Moi, je voulais seulement dire que nous, dans la presse, on essaye justement de trouver des systèmes pour faire en sorte que la chasse soit pratiquée, et donc loup en particulier, par des jeunes. Et parmi les choses qu'on fait, c'est d'essayer d'avoir des rédacteurs, des journalistes plutôt jeunes qui écrivent et qui sont dans les magazines. Donc, par exemple, Kevin, par exemple, Julien, etc. On renouvelle aussi et la profession se renouvelle et ça, c'est très bien. Et je trouve qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont disponibles et se mettent aussi à écrire sur la chasse. C'est chouette. Vous écrivez donc pour la chasse, Julien? Il paraît que j'ai
une petite plume, donc j'en profite parce que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, tout le monde n'aura pas les vidéos, et il y a des gens quand même qui lisent. Donc voilà, je fais un petit article, c'est le billet d'humeur de Pépé, où tel le mois dernier, j'ai parlé de la tue cochon qui se fait dans les villages encore, qui va disparaître certainement, je n'espère pas, où on tue le cochon encore en famille, qui est un moment convivial comme pour la chasse, la pêche, voilà. Ça aussi, c'est important, il ne faut pas que ça disparaisse. Cette tradition du village, vous n'arrêtez pas d'en parler finalement. Moi, ça me donne envie de découvrir aussi. Hein. Il va falloir. Voilà le billet d'humeur, le tue-cochon, juste à côté. Ah oui, sous votre nom, le billet de Monsieur Lescourège. Exactement. D'ailleurs, on vous appelle que comme ça maintenant. Maintenant, on m'appelle Monsieur Lescourège. Voilà, ou Pépé. Bon, je ne fais plus mon âge. Mais ouais, j'ai une belle carte d'identité. Non, mais vous êtes jeune, justement, vous êtes jeune chasseur. Vous défendez le pépé, mais justement, c'est un peu l'image qu'on a du chasseur, finalement, du pépé. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, je suis issu d'une famille de non-chasseurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'armes à la maison. J'ai découvert la chasse par le biais de tonton, du cousin, la chasse au filet. J'étais pas chasseur du tout, moi. Et en allant à la chasse avec un appareil de photo, je me suis reconnecté à ça. Je me suis dit, putain, c'est magnifique, on peut pas laisser passer ça. Et donc, j'ai commencé à piéger mes premiers oiseaux, et puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, permis de chasse que j'ai passé il n'y a pas très très longtemps. Et puis en avant, c'est une aventure. C'est une aventure, c'est justement, via les réseaux sociaux, vous essayez de transmettre à ceux qui n'y connaissent rien, j'allais dire, aussi. J'essaie de véhiculer un message hyper important, c'est-à-dire un peu de vérité, beaucoup de mensonges, et beaucoup d'humour, ça c'est important, parce que l'humour, ça reconnecte les gens. Et là-dedans, voilà, il y a un message, chacun est libre de l'entendre, mais voilà, j'essaie de reconnecter les gens à ce monde. Il ne faut pas en avoir honte, il faut être fier de là où on vit et de ce que l'on fait. Fier, j'ai l'impression qu'autour de la table, on l'est tous. Hein. Moi, ça m'a permis de découvrir un peu la chasse. Peut-être un dernier mot de conclusion sur cette chasse, sur cette transmission, Dominique. Une belle parole, j'allais dire, autour de ça. Non, mais la chasse, comme les modes de vie ruraux, eh bien, il faut tout simplement qu'ils soient défendus par toutes les générations pour avoir une chance de vivre plus tard. Le monde rural, c'est pas là que les jeunes font majoritairement leur carrière professionnelle. Par contre, tout le monde y revient. Mais encore une fois, il y a deux appels. Hein. Un appel aux néo-ruraux. Venez découvrir notre culture, puisqu'on est parmi les régions les plus attrayantes. Venez tout simplement voir qu'est-ce qui fait l'attrait de nos régions. Et aux anciens ruraux, soyez accueillants. Et pour symbole, dans notre département, et en lien avec l'Association des maires des Landes, on est en train de faire un livre d'accueil des Néo-Landais. Voilà, alors, y a pas et ça bouge beaucoup dans les Landes, hein, mine de rien. C'est un peu le centre du monde. De la France. Mais du monde aussi. Mais bon, moi, je suis Landais d'origine, je ne vais pas m'en cacher. Ah bon, on ne l'avait pas compris. Et je travaille dans les Landes là-dessus, avec une équipe d'ailleurs qui est magnifique, très diverse. Et on est riche de nos diversités entre les coursailles, ceux qui sont les aficionados, les chasseurs, les Gascons. Bon, bref, on est tous différents, mais on veut tous la même chose. C'est de transmettre notre mode de vie. Et il faut que les ruraux actuels s'ouvrent sur ce qui vient. Il faut qu'il y ait un pas qui soit fait de chaque côté. Et encore une fois, les élus locaux, eh bien, on a pratiquement zéro problème avec eux. Au contraire, on les a à nous soutenir dans la grande majorité des cas. Le débat politique national, il nous déçoit. Je ne suis pas sûr que les ruraux soient les seuls déçus là-dessus. Mais on a l'impression d'être un peu... laissé pour compte. Laissé pour compte, une souffrance en quelque sorte, où l'élite serait végane ou je ne sais pas quoi, et les pauvres ploucs de la campagne. Donc c'est un mépris que notre culture n'admet pas. Dans le village, personne n'est maîtrisé. Hein, tout le monde est respecté. Celui qui a pas réussi trop sa vie, c'est peut-être le meilleur à la pêche, ou le meilleur à la chasse, ou le meilleur quelque part. Et il donne des leçons à tous les autres. Et il est respecté pour ce qu'il est. Alors c'est ce respect et cette tolérance qu'on doit prêcher. Mais encore une fois, il faut qu'on soit entendu aussi par quelques débats nationaux qui sont irresponsables, parce que casser le lien social, c'est facile. Garder le lien social, il se construit tous les jours. C'est être en confiance dans son cadre de vie, le lien social. Être en confiance avec son voisinage.
Donc c'est facile à casser. Nous, on essaye au contraire de le promouvoir et de le défendre et de le partager avec de nouvelles générations. Donc j'ai bien compris, autour de la table, vous défendez tous ce patrimoine et cette chasse, ce patrimoine culturel et économique de notre terroir, si on peut, de notre territoire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce débat et nous on se retrouve pour une nouvelle émission et n'hésitez pas à passer au stand et à l'espace chasse de la fédération régionale, ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et puis on se retrouve nous pour une nouvelle émission assez rapidement.